Bonsoir à toutes et à tous. J'avoue que c'est assez impressionnant de vous voir toutes et tous réunis ici. Plus de 640 personnes qui répondent présents à une conférence sur l'histoire de Paris, mais je ne suis pas si étonnée. Je voudrais saluer la présence du président de la commission du Vieux Paris, cher Jean-François Le Garret, les élus de Paris qui sont là, chère Anne Biraben, Laurence Kerr, monsieur Bernard. Je connais votre passion pour le patrimoine et l'histoire. Je voudrais saluer aussi Jean-Gabriel Demons, qui s'occupe de toute l'histoire à Paris. Saluer le comité d'histoire, évidemment, toutes les équipes de la ville qui contribuent tout au long de l'année à mieux faire connaître ces pages d'histoire de Paris. Je voudrais aussi saluer les sociétés d'histoire des arrondissements. Et puis, plus globalement, vous toutes et tous qui êtes les amoureux de l'histoire, histoire de l'art, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue dans la galerie des glaces de l'Hôtel de Ville pour ouvrir cette année, que je vous souhaite la meilleure, cette année où nous allons dédier à Hector Guimard. Après une année passionnante dédiée aux travaux d'Haussmann, nous allons mettre en lumière le créateur des célèbres entrées de métro parisien qui jalonnent le paysage et sont indissociables de l'identité de Paris. Connues à travers le monde entier, elles ont un pouvoir sémiotique au même titre que la Tour Eiffel. Les voir sur une photographie, dans un film, suffit instantanément à reconnaître Paris. Et pourtant, peu savent nommer celui qui les imagina, les dessina à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, celui qui fut surtout le représentant majeur de l'Art nouveau en France, le virtuose d'une architecture reconnaissable entre toutes. Une architecture audacieuse qui a osé se libérer des codes haussmanniens, ces immeubles haussmanniens que l'on a bien connus l'année précédente, avec ces immeubles en pierre de taille, ces balcons qui s'enfilent au 2e et 5e étage. Avec l'Art nouveau, on se met à oser une architecture créative, l'usage de nouveaux matériaux, comme on l'a vu hier avec l'église Saint-Jean de Montmartre, où l'architecte a osé l'usage du béton armé, de la brique, de la céramique colorée, signé d'un certain Bigot, chère Véronique Milande, un céramiste contemporain de Guimard qui a laissé d'ailleurs sa signature au Castel Béranger dont je vais parler tout à l'heure. L'Art nouveau a cette particularité d'avoir été finalement éphémère de la fin du XIXe siècle au tout début du XXe. Comme un élan, comme un souffle d'inventivité et de couleur, c'est aussi un art total qui veut occuper tout l'espace disponible à défaut finalement d'avoir pu avoir tout le temps disponible. Avec Hector Guimard, c'est un art qui ose les couleurs, les arabesques, qui va aller puiser dans la nature, la faune, la flore, avec le souci du détail dans le détail, comme on peut le voir de manière jusqu'au boutiste rue La Fontaine, dans le 16e arrondissement, chère Laure, le célèbre Castel Béranger, conçu entre 1895 et 1898, classé monument historique et qui valut à Hector Guimard le prix de la meilleure façade de Paris, donné par la ville de Paris. Le Castel Béranger est évidemment bien plus qu'un immeuble. C'est une œuvre d'art dans ce musée à ciel ouvert qu'est Paris. Je vois le sourire d'Anne-Laure de Gasquet, directrice de Paris Musée. Mais Guimard n'a toujours pas de musée. En vous voyant ce soir si nombreux, vous êtes plus de 600 personnes à avoir répondu présent, comme je le disais tout à l'heure, je me dis finalement que vous êtes, ce soir, les premiers visiteurs d'un musée Guimard qui n'existe toujours pas, ou, soyons optimistes, pas encore. Il aurait pourtant dû ou pu exister depuis longtemps. La peintre américaine Adeline Oppenheim, mariée à l'architecte, proposa à l'État, après le décès de son époux, l'hôtel particulier où ils ont vécu. Guimard avait fait de leur maison-atelier une œuvre à part entière en dessinant lui-même
toute la décoration, chaque détail, des meubles jusqu'aux radiateurs. Mais les autorités françaises refusèrent à l'époque, l'Art nouveau étant déjà passé de mode. Le mobilier et les archives Guimard ont ainsi été vendus et l'hôtel particulier séparé en appartements. J'espère que cette année parisienne, pour Guimard, contribuera à accélérer la création tant attendue d'un musée ou d'une maison Guimard, à l'instar de celle de Gaudi à Barcelone ou de Horta près de Bruxelles. Depuis plusieurs années, le Cercle Guimard, dont les bureaux sont au rez-de-chaussée du Castel Béranger, interpelle le plus de monde possible dans cet objectif. Et je vous ai reçu plusieurs fois à l'hôtel de ville, cher Nicolas Oriot. Vous avez pris votre bâton de pèlerin pour essayer de défendre l'existence d'un musée Guimard. J'ai moi-même sollicité les différents ministres de la Culture qui se sont succédés. Le lieu idéal pourrait être en effet l'hôtel Mezzara dans le 16e arrondissement, car c'est une œuvre totale de Guimard où tout est d'époque, extérieur comme intérieur. Et je tiens tout particulièrement à saluer l'énergie jamais essoufflée de son président, Nicolas Oriot, et qui participe bien évidemment ce soir à la table ronde, aux côtés de Clémence Reynaud, Maurice Culot et Simon Texier. Un grand merci à tous les quatre. Il faut donc garder le cap, et c'est bien le sens de cette année Guimard, au cours de laquelle nous proposerons des parcours, des visites, des conférences, des expositions. Nous organiserons notamment une conférence in situ dans la synagogue de la rue Pavée, un véritable bijou où l'on retrouve, là encore, l'essence de l'œuvre Hector Guimard, l'unité de l'architecture, du mobilier et du décor. Tout à l'heure, Béatrice Hérold, directrice des Archives de Paris, me disait avoir retrouvé des plans de Guimard et qu'elle pourrait aussi nous proposer une exposition. Je sais qu'à l'issue de cette soirée, beaucoup auront aussi beaucoup d'idées à nous proposer, mais déjà la programmation fait sens. Et preuve que le hasard n'existe pas, le musée d'Orsay présentera cette année également les dessins préparatoires à la création des célèbres entrées de métro Hector Guimard et la genèse du métropolitain. Ce sera du 16 mars au 14 juillet 2024. Ce n'est pas une exposition, c'est un accrochage. Et ce sont ces archives aussi de dessins qui appartiennent au musée d'Orsay. Belle transmission de pensée, chère Clémence Reynaud. Vous êtes co-commissaire de l'exposition avec Claire Guiton. On a hâte de la découvrir. Je vous remercie aussi d'avoir accepté de venir nous en parler en avant-première dans le cadre de cette soirée inaugurale. Je voudrais aussi remercier M. Maurice Culot d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Vous êtes l'un des grands spécialistes de l'Art nouveau et de l'Art déco. Art déco, Art nouveau, c'est également le thème qui a été choisi par les sociétés d'histoire des arrondissements pour notre rendez-vous mensuel, ici, à l'Hôtel de Ville, les mardis de l'histoire, sous cet angle patrimonial qui me tient particulièrement à cœur. Le programme, d'ailleurs, vous a été distribué sur vos chaises. Ce sera le 13 février pour le lancement de ces mardis de l'histoire, donc dans très peu de jours. Je tiens vraiment à remercier les sociétés d'histoire des arrondissements pour l'année Haussmann, déjà, qui vient de s'écouler, qui a été particulièrement riche, et pour celles qui se dessinent avec Art déco, Art nouveau, ou Art nouveau, Art déco, dans l'ordre chronologique. Je voudrais aussi saluer Jean-Gabriel Demons, Laurent Bellini, mon cabinet, pour l'organisation de cette soirée. Il ne me reste plus qu'à remercier Simon Texier, secrétaire général de la Commission du Vieux-Paris, professeur à l'Université de Picardie-Jules Verne, mais aussi à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et à l'École du Louvre, et qui animera, je l'en remercie, ce soir, la table ronde qui a pour titre « Les paris d'Hector Guimard ». J'annonce donc ce soir l'année Hector Guimard officiellement ouverte et je vous souhaite une très bonne soirée. Nous invitons maintenant à nous rejoindre sur scène Monsieur Simon Texier, secrétaire général de la Commission du Vieux-Paris, accompagné par Madame Clémentine Reynaud, conservatrice en chef des musées d'Orsay, au musée d'Orsay et de l'Orangerie, Monsieur Nicolas Oriot, président de l'association Le Cercle Guimard, et Monsieur Maurice Culot, architecte et éditeur. Bien, merci, chère Karine Tayeb, chers amis, mesdames, messieurs.
Quelques mots pour introduire cette soirée débat, table ronde autour d'Hector Guimard. On va faire passer quelques images en guise d'introduction. Hector Guimard, Karine Tayeb l'a très bien dit, occupe une place dans Paris qui est absolument unique, et on peut se demander qui d'autre dans l'histoire de Paris a pris autant de place et occupe dans l'imaginaire, mais aussi dans l'imaginaire artistique et géographique de Paris, qui a pu occuper autant de place qu'Hector Guimard. Alors j'ai quand même une petite idée. Il y en a un autre, on va passer, c'est Claude Nicolas Ledoux. Quelques mots sur Claude Nicolas Ledoux, parce que lui aussi a créé des bâtiments par dizaines. On lui a commandé 55 barrières pour l'enceinte des fermiers généraux. Il en a fait un travail de variation sur un type, sur un thème. Comparer l'œuvre de Guimard et de Ledoux, évidemment, n'est pas le propos. En revanche, montrer, et redire à quel point l'un et l'autre occupent une place tout à fait singulière dans notre paysage parisien me semblait important. On va passer quelques barrières. Vous savez que certaines d'entre elles sont restées. On va continuer. Ça, c'est une petite représentation dessinée de toutes ces barrières qui jalonnent l'enceinte des fermiers généraux. Cette enceinte, c'était une façon de clôturer Paris, de contenir Paris, le développement parisien, d'organiser le commerce parisien. Mais ça a été aussi une superbe occasion d'architecture et un geste artistique comme quasiment aucun artiste et aucun architecte n'avait eu à en faire jusqu'à Hector Guimard en 1899-1900. On va passer, et voilà le réseau du métro autour de 1903. Ce qui est important, c'est que vous voyez que Nicolas Ledoux travaille sur l'enceinte des fermiers généraux. On démolit le mur des fermiers généraux et puis on aménage des boulevards. Et sur ces boulevards, on va faire notamment 2 lignes de métro, qu'on appellera la ligne circulaire, ligne 2, ligne 6, entre Nation et Charles de Gaulle Étoile. Et ces 2 lignes sont, elles aussi, occupées par des entrées et des édicules du métropolitain par Hector Guimard. Donc, Ledoux et Guimard se sont en plus côtoyés, pas très longtemps en général. On va voir une autre image à la rotonde de Monceau. Évidemment, on a le métro, à proximité du parc Monceau, nous avons une entrée Guimard et la rotonde de Ledoux. Place de la Nation, on va enchaîner. On a eu pendant quelque temps la coexistence des entrées Guimard et des restes, des colonnes issues de l'enceinte des fermiers généraux. La barrière de la Villette également est un élément important. Guimard et Ledoux ont aussi, et je crois que Maurice Culot reparlera de cet ouvrage, eu un destin commun. Et c'est important de le rappeler, ce sont les 2 plus grands architectes parisiens, parmi les plus grands, mais surtout les plus démolis. Et Jean-Pierre Lyonnais, dans cet ouvrage Guimard perdu, s'était essayé à quelques statistiques. Si on ne comptabilise pas la totalité des entrées Guimard, puisque à ce petit jeu, on a 166 édicules construits, plus une quarantaine de bâtiments, on peut considérer que Guimard a édifié 200 objets architecturaux dans Paris. Et ici, ce sont simplement hors métro, hors édicule du métro, les constructions de Guimard à Paris et d'ailleurs en dehors. 80 bâtiments construits pour Ledoux, 65 démolis, et Guimard a construit 53 bâtiments et la moitié ont disparu. Des architectes comme Le Corbusier, Robert Malestévin, Perret, Sauvage, etc. Les grands ténors de l'architecture moderne n'ont jamais, et c'est plutôt, on peut s'en féliciter, n'ont jamais connu le même sort. Donc vous voyez qu'il y a eu à la fois une contribution d'une extrême ampleur et du fait de ce systématisme, de cette très grande présence, Guimard et Ledoux ont été largement effacés de notre paysage. Et pourtant, ils sont toujours là et ils racontent aussi ce qu'est l'histoire et la géographie de Paris, l'histoire des limites de Paris. Le métro marque aussi les limites de Paris puisqu'il a été considéré comme une œuvre critiquée d'ailleurs comme éminemment parisienne. On parlait à l'époque du joujou municipal. C'était pour dire que le métro aurait peut-être pu aussi, ce qu'il fait aujourd'hui,
aller au-delà des limites municipales de Paris. La suivante, et dans ces bâtiments, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'hôtel Guimard de Ledoux. C'est Mademoiselle Guimard, hein, c'est pas Hector. On passe. Et puis, dans les grandes démolitions, hein, dont Nicolas Oriot reparlera également, la salle Imbert de Romans, qui n'est pas une démolition due au vandalisme ou à la spéculation immobilière. C'est une démolition malheureuse, très précoce, dans les années 1900. Ce qui était peut-être le chef-d'œuvre absolu de Guimard a disparu, et un peu disparu aussi de notre imaginaire. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, et puis quelques requiem pour quelques stations. On va avancer rapidement. Voilà la station Étoile, deux images des entrées de la station Étoile. On va apercevoir la Bastille également, la Bastille depuis l'extérieur, la Bastille depuis l'intérieur. Voilà des objets qui ont disparu globalement dans les années 60. Un dernier petit mot pour évoquer on va passer la suivante, puis la suivante. Voilà, j'espère que c'est lisible. Ce sont c'est un peu des notes dactylographiées. Ce sont les documents issus d'une commission qui est très importante dans l'histoire de la patrimonialisation de l'architecture du XXe siècle, la commission Hollo, réunie à la demande d'André Malraux en 1964, 63, en mai-juin 63, et puis les choses se concrétisent en 1964. C'est la commission de spécialistes qui a réuni pour la première fois des personnalités qui se sont prononcées pour protéger Perret, Guimard, Le Corbusier, Mallet-Stevens, etc. Et pour certains, des artistes encore vivants. Dans les rubriques, il y avait époque 1900, et on voyait que quelques bâtiments de la Virotte, quelques bâtiments de Guimard allaient être protégés. Ça a été le cas. Ça a été le cas dans une certaine mesure, mais la Commission supérieure des monuments historiques n'a pas validé la totalité de ces propositions. Vous voyez tout de même le Castel Béranger, l'hôtel de l'avenue Mozart, et la station Lobau, la station rue Lobau de l'hôtel de ville, et la station Place d'Italie. Curieusement, je ne sais pas ce qui est advenu réellement de la Place d'Italie. En revanche, la station Lobau, hôtel de ville, elle a bien été protégée en 1965. Et puis en 1974, on l'a déplacée, place des Abbesses, pour faire l'entrée du métro Abbesse sur une ligne qui n'avait rien à voir avec Hector Guimard, puisque c'est la ligne nord-sud, avec ces très belles entrées également dues en partie à Gentil et Bourdet. Voilà. L'image suivante vous montre la station aux Abbesses. Et puis, 1964, donc protection d'un certain nombre de bâtiments de Guimard. 75, on protégera certains immeubles de la rue Agar. En 1986, en 1964, on protège également donc, la superbe synagogue de la rue Pavée. Protection qui sera ensuite défaite pour être remplacée par une protection plus complète en 1989. Et puis, là je vous montre juste la mention de la synagogue dans cette liste, qui est vraiment un document extrêmement important pour notre réflexion sur ce qu'a été le patrimoine moderne, l'architecture du XXe protégée. On enchaîne, voilà la synagogue de la rue Pavée, on va enchaîner, et en 1978, on se dit que le travail mené en 64 n'était peut-être pas complètement terminé. En 1974-75, la liste Michel Guy, largement alimentée par Bruno Foucard, a été un deuxième temps très fort pour la protection de l'architecture moderne. Et cela aboutit en 1978 à cette protection de 86 sur les 88 restants. Donc 2 étaient déjà protégés. Il y en avait 166 à l'origine. Il fallait encore en protéger 86. Ce fut fait, et là, cette fois-ci, d'un seul tenant en 1978. Voilà quelques rappels. Depuis, on a beaucoup écrit sur Hector Guimard, un petit peu de publicité pour les carnets d'architectes, qui est une collection qui m'est chère, et pour les publications des archives d'architecture moderne de Maurice Culot, ouvrage récent sur Passy-Auteuil, dans lequel Nicolas Oriot a consacré un chapitre à Guimard. Et quelques autres publications. Le catalogue du musée d'Orsay, il faut peut-être le rappeler, 450 pages
vraiment un repère dans l'historiographie, les ouvrages de Georges Vigne antérieurs à celui qu'il avait refait également pour les carnets d'architectes, et puis plus récemment, le catalogue publié aux États-Unis montre la récurrence de l'intérêt en France, en Europe et aux États-Unis pour l'œuvre de Guimard. Je vais maintenant passer la parole à nos trois intervenants. Je vais les présenter dans l'ordre inverse d'apparition. Nicolas Oriot donc, prendra la parole dans un troisième temps. Nicolas Oriot est architecte. Il a longtemps travaillé pour une agence d'architectes en chef des monuments historiques. Il est diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette et en 2000, il a consacré son diplôme à la salle Humbert de Roman. Donc il a, si je puis dire, Hector Guimard dans la peau depuis un bon moment et depuis quelques années, il préside activement le Cercle Guimard. Il était également conseiller municipal, c'est bien ça, du village d'Auberville dans le Calvados entre 2014 et 2020. Juste avant lui interviendra Clémence Reynaud, qui est diplômée de l'École pratique des hautes études de Paris, qui a commencé par des études en histoire de l'art médiéval sous la direction d'Alain Erland Brandenburg, et puis qui ensuite a travaillé au C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, avant de passer plusieurs années au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, et enfin elle est au musée d'Orsay depuis quelques années, depuis 2-3 ans, et architecte en chef de la section architecture et, comme Karen Tayeb l'a rappelé tout à l'heure, co-commissaire de l'exposition Accrochage qui va participer à cette célébration de l'année Guimard et Hector Guimard et la genèse du métropolitain. Et puis, et là je laisse mes notes de côté puisque je n'ai pas pris de notes sur Maurice Culot. Je connais sa vie, non pas par cœur, mais son œuvre en grande partie, puisque Maurice Culot, Hector Culot n'existe pas encore. Maurice Culot est architecte, éditeur, urbaniste, diffuseur d'idées et d'ouvrages. C'est l'un des fondateurs des archives d'architecture du XXe siècle, aujourd'hui archives d'architecture contemporaine, qui dépendent de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Il a auparavant monté à Bruxelles des archives d'architecture moderne, qui ont été le modèle français, importé en France pour constituer et accumuler cette mémoire de l'architecture Art Nouveau, Art Déco, et ensuite quelques décennies après, qui vont devenir vraiment la mémoire de l'architecture contemporaine. En tant qu'auteur et éditeur, il a publié, je ne sais pas si on peut dire, probablement quelques centaines d'ouvrages et numéros de revues, articles, ouvrages collectifs qui ont fait redécouvrir un certain nombre d'architectes méconnus, notamment grandes figures du régionalisme sur la côte basque, sur la côte bretonne, sur la côte normande, la côte d'Opale. Donc son œuvre est immense et il a été en Belgique puis en France, l'un des grands diffuseurs de cette connaissance sur l'architecture Art Nouveau et Art Déco. Et Hector Guimard nous intéresse d'autant plus ici que Guimard, même s'il a plus difficilement vécu peut-être que Henri Sauvage, par exemple, la transition entre l'Art Nouveau et l'Art Déco, il en a été l'un des acteurs à part entière et il nous faut aujourd'hui le rappeler. Aujourd'hui, Maurice Culot va centrer son propos davantage sur Hector Guimard et Henri van de Velde, qui sont les deux grandes figures de l'Art Nouveau autour de 1900, et je lui laisse la parole. Voilà, bonsoir tout le monde. C'est magnifique de voir une salle à ce point remplie. Et voilà, je vous remercie tous d'être là. Et je vois dans la salle de nombreux amis que je salue et remercie au premier rang. Je voudrais vous parler d'une amitié formidable. Vous savez, dans la vie, on n'invente jamais rien tout soi-même. On doit beaucoup aux autres.
il faut écouter, il faut regarder, et puis alors les idées viennent. Et entre le bruxellois Victor Horta, né en 1861 et mort en 1947 à l'âge de 86 ans, et le parisien Hector Guimard, né en 1867 et mort en 1942 à 65 ans, figures phares de l'Art nouveau et de l'Art déco, ont tous deux vu certaines de leurs œuvres majeures détruites. Hélas, faut-il le dire, avec l'assentiment, sinon l'encouragement des pouvoirs publics. Et souvent avec la complicité de confrères jaloux de leur réussite. L'art de Guimard se précise et s'affine après sa découverte des œuvres de Victor Horta et de Paul Ancar à Bruxelles au cours de l'année 1895. Guimard avait exposé des éléments en céramique en 1895 à Liège, en Belgique. Il avait été invité par l'architecte d'intérieur Gustave Serrurier-Bovy, grande figure de l'Art nouveau et futur auteur du remarquable pavillon bleu à l'exposition de Paris 1900. Lors de cette exposition, Guimard fait la connaissance de Paul Ancar, dont la maison personnelle, construite à Bruxelles en 1893, est considérée comme un des premiers jalons de l'art nouveau géométrique influencé par l'art des estampes japonaises. Un petit rappel, en 1854, après 200 ans d'isolement, le Japon est forcé d'ouvrir ses portes. On voit qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Ah, ben voilà, ce sont nos deux amis Horta sur Horta. Horta est celui qui est de mon côté. Voilà, merci. On peut passer l'image suivante si tu veux. Voilà. Donc, ça, c'est l'image d'un très beau livre consacré en 2012 à Victor Horta par Michel Goslar. Pour revenir à Paul Ancar, donc, son art est influencé par les estampes et donc, après l'ouverture du Japon au monde, on va voir arriver une masse considérable d'estampes japonaises. Un marché très important se crée et qui va être soutenu, entre autres, par la revue de Samuel Bink, Le Japon artistique, créé en 1888. Cet art japonais va avoir une influence considérable sur les artistes européens. Et c'est une anecdote, mais l'architecte américain Frank Lloyd Wright, qui construit à Tokyo l'hôtel impérial, va pendant un certain temps payer ses collaborateurs avec des estampes japonaises. Pour vous dire combien, je dirais, ces estampes étaient appréciées. Pour revenir à cette année 1895, Guimard, alors âgé de 29 ans, se rend à Bruxelles. Il réalise une aquarelle de la maison d'Ancar, que vous voyez sur l'écran, et il entame une correspondance avec cet architecte bruxellois qui va s'éteindre malheureusement rapidement dès 1901 avec le décès de Paul Ancar. Le ton des lettres entre les deux architectes révèle un sentiment d'admiration et d'amitié. C'est la suivante, je pense, non? Peut-être pas. Voilà, non. Ça, c'était pour vous montrer l'influence du Japon dans l'art d'Ancar. Vous voyez, par exemple, la grille du bas est évidemment presque sortie directement d'une estampe japonaise. Cette amitié entre Guimard et Ancar, on en a la preuve dans certaines lettres que les deux architectes s'envoient. Et dans une de ces lettres, qui est datée du 4 janvier 1996, Guimard souhaite Ancar « Bon courage et en avant, à vous de tout cœur ».
vous voyez cette lettre-là de Guimard avec son en-tête à... Alors, on va passer à la suivante. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je vous montre, pour vous montrer la finesse aussi de l'art d'Ankar. C'est un projet de tour qu'il projette pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1897. Elle ne sera pas réalisée et ça devait être, au fond, le bâtiment phare de cette exposition. La suivante. Voilà, on va rester là-dessus. Voilà. Mais c'est surtout la découverte des œuvres de Victor Horta et la personnalité de ce dernier qui vont marquer Guimard. Horta, en 1895, est âgé de 34 ans. Il a terminé 2 ans plus tôt la maison de Victor Tassel, un ingénieur de chez Solvay. Dans cette maison, Horta met en œuvre la ligne dite en coup de fouet, voilà, comme ça. Une ligne que son confrère et néanmoins ennemi, adversaire, Henri Van de Velde, baptise du terme d'ornement dynamographique. Autrement dit, un ornement linéaire sous forme de ligne qui sous-tend la construction, la fait jaillir du sol et se développer à l'image d'une plante, de l'architecture organique en quelque sorte. Et la partie basse des constructions de Victor Horta sont toujours traitées avec un fruit, c'est-à-dire une légère inclinaison comparable à celle du pied des arbres. Cette architecture de Victor Horta est caractérisée par sa fluidité spatiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Toutes les pièces se fondent les unes dans les autres et pour créer une sorte de parcours continu à l'intérieur de la maison. Il décloisonne les espaces intérieurs, a recours à la symétrie et surtout l'intrusion de la lumière au cœur de ses habitations. Une maison de Victor Horta est toujours construite par 2 bâtiments distincts, reliés par une verrière qui amène la lumière au centre de la maison. Vous avez ici une vue de cet hôtel qu'on peut toujours visiter à Bruxelles, qui est l'hôtel de l'industriel Solvay. Vous savez, Solvay, c'est industriel qui a inventé la soude industrielle qui était indispensable dans le monde de l'industrie et a ouvert des usines un peu partout dans le monde. Et à Bruxelles, il s'est construit cet hôtel remarquable. Et vous avez ici une vue de la verrière intérieure qui éclaire la cage d'escalier. La volupté est souvent présente dans ces immeubles simplement du fait de l'entrelacement même des lignes. Et on imagine bien un des esseintes décrit à rebours par Huysmans se promener dans ces maisons, dans ces intérieurs d'Horta. Ce sentiment de volupté n'a pas échappé au regard aiguisé de Salvador Dali, qui, dès 1933, en appelle à la beauté terrifiante et comestible de l'architecture moderne style. Horta déclare à Guimard que dans les plantes dont il s'inspire, il dédaigne la fleur et ne garde que la tige. Cette petite phrase est un choc, une révélation pour Guimard. De retour à Paris, il s'empresse de modifier les extérieurs et les intérieurs du Castel Béranger en tenant compte des idées développées par son confrère bruxellois. Cette influence est immédiatement perceptible dans les constructions les plus emblématiques de Guimard, telle la salle Humbert de Roman, conçue en 1898, et surtout dans les entrées de métro édifiées à partir de 1900. Guimard n'est pas un ingrat, et il organise à Paris une exposition des photographies des réalisations de Victor Horta prises au cours de son séjour à Bruxelles. Peu après, il offre à son confrère belge un exemplaire dédicacé de son album du Castel Béranger rue La Fontaine à l'éminent maître et ami Victor Horta,
hommage affectueux de son admirateur. Victor Horta, pourtant prompt à intenter des procès à ceux qui le copient, n'a jamais considéré Guimard comme un plagiaire, mais bien comme un des inventeurs de l'art nouveau en France, même s'il n'appréciait pas la manière trop ostentatoire dont Guimard se mettait en scène. Un petit mot s'impose ici sur la particularité de l'art nouveau belge, qui se distingue de celui des autres pays par sa dimension sociopolitique. En 1850, paraît un recueil de grand format, La Belgique industrielle, qui, à travers 200 gravures de bâtiments et sites industriels, reflète le dynamisme de ce minuscule pays qui exporte dans le monde entier. Avec le temps qui passe, les ingénieurs, les armateurs, les maîtres de forge, les patrons verriers, les constructeurs de tramways et de trains, les fabricants de soude caustique et d'électricité aspirent à un style architectural qui exprime leur audace et souligne dans l'espace public leur rôle dans la société. L'art nouveau tombe à pic et répond à cette demande latente de la bourgeoisie industrieuse d'avoir son propre style. Cette frange progressiste de la société y voit aussi l'occasion d'affirmer ses convictions laïques face aux catholiques qui sont au pouvoir depuis la création du pays en 1830. Les catholiques, qui en termes d'expression stylistique se réfèrent volontiers à l'éclectisme et au style néogothique, qui, appliqué aux bâtiments des postes, téléphones et télégraphes, avaient visuellement soutenu l'armature spatiale du petit pays indépendant. Un second facteur spécifique à cet art nouveau belge est le fait que la naissance de l'art nouveau correspond à la période où le socialisme se structure. Le temps des jacqueries et des révoltes ouvrières se termine. Et à la tête du Parti ouvrier belge, on trouve nombre d'hommes issus non de la classe ouvrière, mais de la bourgeoisie de robe, avocats et juristes. Il n'est pas rare aujourd'hui encore de voir, promenant d'une même famille, des frères et des sœurs militant chez les socialistes et les libéraux, on dirait ici les centristes. Socialistes et libéraux se retrouvant au sein des nombreuses loges maçonniques à fomenter contre les catholiques. L'art nouveau devient alors pour ces élus libéraux et socialistes une manière d'afficher leur adhésion à la laïcité. Pour les socialistes, adhérer à l'art nouveau, c'est aussi affirmer que le peuple apprécie et recherche aussi la beauté innovante, et que contrairement aux affiches qui les représentent le couteau entre les dents, les socialistes sont du côté de la culture. Quelques architectes vont bien tenter d'inventer pour leurs clients catholiques progressistes un art nouveau néogothique, mais cela relève de l'exception. Ceci explique pourquoi les socialistes vont confier en 1895, sans état d'âme, la construction de leur édifice le plus emblématique, la Maison du Peuple de Bruxelles, à Victor Horta, un architecte qui ne construit pratiquement que pour la grande bourgeoisie. La Maison du Peuple, la Maison du Peuple, largement vitrée, est surmontée d'une salle de spectacle capable d'accueillir 3000 personnes, abritées dans une structure en métal posée sur le dernier étage. Horta écrira plus tard dans ses mémoires qu'il voulait alors offrir aux ouvriers une maison où l'air et la lumière constitueraient le luxe si longtemps exclu des taudis. En 1971, François Mathey, conservateur du Musée des Arts décoratifs, me confia la section belge de l'exposition Guimard, Horta, Van de Velde. Cette exposition sonnait, sinon comme une revanche, mais comme une reconnaissance de la mauvaise conscience d'avoir laissé démolir deux chefs-d'œuvre, le Castel Henriette de Guimard, le Castel Henriette de Guimard 2 ans auparavant, et la Maison du Peuple de Bruxelles en 1965. Malraux,
sollicité, n'était pas intervenu pour sauver le Castel Béranger. Et à Bruxelles, les héritiers des socialistes qui avaient fait construire la Maison du Peuple votaient, en accord avec la ville de Bruxelles, sa démolition pour la remplacer par une indigente tour en béton. L'inculture triomphait et ont remplacé un symbole culturel mondial par une spéculation immobilière de bas étage. Mais cette décision reflète aussi l'antagonisme qui opposait Horta et Van de Velde et leurs supporters respectifs. Camille Huysmans, homme politique anversois d'importance, avait fait nommer Henri Van de Velde à la tête de l'école de la Cambre en 1927, le Bauhaus belge. Ce même ancien ministre écrivait en 1965 « La maison du peuple de Victor Horta est une construction lamentable. Laissez Horta en paix, il ne vaut pas la peine qu'on s'occupe de lui. » Ces deux images, excusez-moi, je n'ai pas suivi les images sur l'écran, ces deux images représentent d'un côté le départ de l'escalier de la Maison du Peuple par Victor Horta, et l'autre image vous montre un élément du bâtiment de la salle de spectacle de Guimard. Vous voyez une certaine ressemblance, en réalité on voit qu'ils appartiennent à une même famille de lignes. La destruction de la Maison du Peuple, dénoncée par une campagne internationale sans précédent, a cependant eu un effet positif. La création du musée Horta, installé dans la Maison du Maître. Elle est visitée chaque année par quelques 30 000 amateurs et de curieux et constitue un des points d'attraction et de fierté de la capitale belge. De son côté, Guimard attend toujours son musée dans ce Paris qu'il a contribué à embellir et en faire une capitale de l'Art nouveau. Puis cette année 2024, au sein d'une action décisive des ministères concernés, de la ville de Paris, du Cercle Guimard et de l'initiative privée, puis cette année voir naître le musée Guimard et toute l'émulation et l'animation qui accompagnent une telle institution. Je vous remercie. Les paris d'Hector Guimard, c'est bien sûr les entrées du Métropolitain qui vont être au cœur de l'actualité ce printemps au musée d'Orsay, où nous allons présenter une sélection des dessins réalisés par Guimard dans le cadre de ce projet majeur. Ce chantier intervient dans une période cruciale de la carrière de Guimard, qui est alors en pleine ascension. Il a 32 ans et il vient de se faire connaître avec la construction du Castel Béranger, avec lequel il est lauréat du premier concours de façade organisé par le conseil municipal de la ville de Paris. Donc, vous voyez à l'écran un des tout premiers projets réalisés par Guimard pour le Castel Béranger qui est conservé au musée d'Orsay. Guimard obtient cette récompense en mars 1899 et c'est sans doute à la fin de cette année qu'il réalise les premiers dessins pour le Métropolitain. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ce chantier qui a été très bien étudié, notamment par Philippe Thiebaud, puis par Frédéric Descouturel. Mais il faut au moins rappeler que le concours organisé en 1899 pour la conception de ces entrées s'est révélé infructueux et le conseil d'administration de la Compagnie générale du Métropolitain sollicite Guimard, dont les propositions doivent être soumises au plus tard le 15 février 1900. La construction du Métropolitain a en effet été engagée dans la perspective de l'exposition universelle de 1900 et l'objectif est de mettre en exploitation la première ligne dès l'ouverture de l'exposition, c'est-à-dire en avril 1900.
Évidemment, le chantier va prendre du retard et la toute première ligne, qui va de la porte Maillot à la porte de Vincennes, ouvre finalement en juillet 1900. Un grand nombre des dessins réalisés par Guimard dans le cadre de ce chantier, qui va se poursuivre en fait au-delà de cette inauguration en juillet 1900, se trouvent conservés au musée d'Orsay, qui s'apprête donc à mettre en lumière une sélection de ces dessins exceptionnels dans le cabinet d'architecture qui se trouve au fond de la grande nef du musée. J'allais dire de la gare. Quelques dessins avaient été restaurés et présentés déjà donc dans l'exposition organisée au musée d'Orsay en 1992 par Philippe Thiebaud, mais la plupart des dessins qui vont être présentés ce printemps le seront sans doute pour la première fois grâce à une récente campagne de restauration. Plusieurs des dessins présentés étaient en effet en très mauvais état, du fait de l'histoire du fonds Guimard, qui a été attribué au musée en 1995. Un fonds absolument majeur de plus de 2000 pièces. Ce fonds a une histoire singulière qui est en fait très significative du désintérêt, voire du mépris pendant une grande partie du XXe siècle à l'endroit de l'œuvre de Guimard et plus largement de l'architecture du XIXe siècle et de l'Art nouveau. Ce fonds de dessin a été déposé par Guimard en 1918 dans un bâtiment contigu à l'orangerie du parc de Saint-Cloud. Une vingtaine d'années plus tard, en 1938, l'architecte s'expatrie aux États-Unis avec son épouse, l'artiste peintre américaine Adeline Oppenheim, d'origine juive. Ils s'établissent à New York, où Hector meurt en 1942, et la mémoire du fonds, entreposée à Saint-Cloud, se perd. En 1968, les galeristes et collectionneurs Alain Blondel et Yves Plantin, qui faisaient des recherches depuis plusieurs années sur Guimard, retrouvent les dessins à Saint-Cloud grâce aux indications d'un fonctionnaire du parc. D'après leur récit, ces documents venaient d'être extraits d'une remise de jardinier promise à la démolition. Les dessins étaient entassés à même le sol en terre battue. Une association d'études et de défense de l'architecture et des arts décoratifs du XIXe siècle a alors été créée pour conserver cet ensemble majeur qui a été déposé au Musée des arts décoratifs. Et l'association, à sa dissolution en 1995, le fonds a finalement été attribué au musée d'Orsay cette même année. Ce fonds considérable, donc, qui comprend un ensemble de plus de 110 dessins réalisés par Guimard pour le Métropolitain et qui ont donc subi le même sort que l'ensemble de ce fonds. Voici donc à l'écran quelques-uns de ces dessins avant restauration. Ce sont des projets de candélabres sur papier calque qui étaient roulés et qui étaient très marqués, vous le voyez à l'écran, par ce mode de stockage avec beaucoup de lacunes, de déchirures et de traces d'humidité. Les dessins de ce corpus présentent aussi des altérations qui sont très probablement dues à l'architecte lui-même. Ils sont maculés d'empreintes digitales, de petits trous car ils étaient punaisés dans l'agence. Et ce sont donc des œuvres qui portent de très nombreuses traces d'usage. Ce corpus comprend une majorité de calque, un matériau qui n'est pas considéré comme noble. En outre, il est extrêmement fragile, mais ces dessins sur papier calque constituent en fait des documents extrêmement précieux sur le processus de création de l'architecture et donc sur sa compréhension. C'est un point qui a été souligné notamment par l'historien de l'architecture Jean-Michel Legnaud dans un numéro de la revue Livraison d'histoire de l'architecture paru en 2016, je le cite. La conservation ne doit pas se fixer pour critère premier la séduction du regard, le beau document aquarellé, mais ce qui revêt de l'importance pour comprendre l'élaboration d'un projet.
Que les papiers transparents ou les calques soient fragiles ne doit rien changer à ce constat. Au contraire, car c'est à eux, trop souvent méprisés, que doit s'adresser en priorité l'effort de conservation. Fin de citation. Alors personnellement, c'est une analyse que je partage totalement. Et dans le cas de l'œuvre de Guimard, on va le voir, les calques ne sont pas seulement des documents cruciaux sur la jeunesse de ces constructions, mais aussi des pièces d'une très grande beauté. L'étude préalable technique, puis la restauration de ce corpus ont été confiées à une équipe de restaurateurs composée de Paulina Muñoz del Campo, Sébastien Gillot et Marie-Alix Decool, une équipe qui intervient depuis plusieurs années sur les dessins d'architecture du musée d'Orsay. S'agissant des choix de restauration qui ont été soumis à la commission de restauration du musée d'Orsay, nous avons particulièrement veillé à préserver les traces liées à la fonction initiale de ces dessins, c'est-à-dire des documents de travail. Et il nous a paru tout aussi important de conserver les traces de l'histoire du fond, très signifiantes puisqu'elles racontent, je dirais, à leur manière, le désamour dont l'œuvre de Guimard a longtemps pâti. Notre objectif n'était donc pas de chercher à restituer un état supposé originel, mais de stabiliser le plus possible ces pièces, c'est-à-dire de consolider les déchirures, remettre à plat les dessins qui avaient été roulés, redonner au papier calque de très bonne qualité. Guimard utilisait des calques d'excellente facture et donc de leur redonner une certaine souplesse. Nous avons également choisi de ne pas doubler les papiers calques par le revers afin de ne pas modifier leur matérialité et leur propriété visuelle, celle d'un matériau transparent. Bref, l'objectif était vraiment de préserver leur matérialité et leur histoire très signifiante. Donc vous avez à l'écran un détail de la restauration de l'un des dessins vus précédemment. Il s'agit d'une opération de comblement. Les comblements de lacunes n'ont été réalisés que lorsqu'ils étaient absolument nécessaires structurellement. Vous le voyez ici sur le dessin qui se trouve à droite. Donc, à partir de la mi-mars, vous pourrez voir jusqu'à la mi-juillet une sélection des dessins restaurés. L'angle que nous avons privilégié pour cet accrochage, c'est de montrer à travers les dessins le travail conceptuel réalisé par Guimard pour ses entrées. À vrai dire, il est difficile à reconstituer car beaucoup de dessins ne sont ni datés ni légendés. Voici par exemple plusieurs croquis datés par Frédéric Descouturel de la fin de l'année 1899, sans doute très justement. Ce sont sans doute les dessins les plus anciens que nous conservions. Et donc ces croquis de petite dimension sont généralement réalisés au crayon de couleur bleue. Et vous voyez qu'ils montrent les tâtonnements de l'architecte, qu'on voit ici à la recherche de la forme idéale. On les voit dans les dessins qui sont en bas. On voit donc que la solution du portique est déjà là. Et ce qu'il faut vraiment souligner, c'est la rapidité, encore une fois, avec laquelle Guimard a dû répondre à la commande et composer les pavillons, édicules et entourages. À la fin de l'année 1899 et au tout début de l'année 1900, il travaille vraiment sous la pression du calendrier de l'exposition universelle, à l'occasion de laquelle le métro doit ouvrir. L'autre aspect que nous avons cherché à mettre en évidence dans cet accrochage, c'est l'extraordinaire talent de dessinateur de Guimard, qui a enseigné très tôt le dessin à l'École des Arts Décoratifs à partir de 1891. On voit dans ce dessin de très grand format combien Guimard a été un immense dessinateur. Donc, dans ce projet de candélabre grandeur d'exécution,
On lit très bien cette volonté de donner un caractère très organique à ces formes, et c'est tout l'intérêt des dessins d'architecture qui constituent finalement les meilleurs témoins des intentions d'un architecte avant que le projet ne soit réalisé. À propos du caractère organique et fantastique des formes, il faut dire que les dimensions un peu anthropomorphes et zoomorphes ont été soulignées, voire moquées dans la presse de l'époque. On parle par exemple de lampadaires bossus et de yeux de grenouille. La campagne de restauration menée ces 2 dernières années a aussi été l'occasion d'étudier les techniques graphiques de Guimard, qui dessinait, on l'a vu, au crayon bleu, au crayon graphite, à l'encre, mais qui utilisait aussi la craie blanche et le fusain, comme on peut le voir ici, qui sont des techniques peu courantes dans les dessins d'architecture du XIXe siècle. Il y a là, sans doute, la volonté de se démarquer aussi donc, par la technique graphique et de faire appel à des techniques proprement artistiques. Il signe Hector Guimard, architecte d'art, et ce qui est souhaité pour les accès du métropolitain, c'est un habillage artistique. Le fusain contribue ici à donner de la profondeur et l'impression du mouvement, à donner à ces formes quelque chose de mouvant. Et il y a une vigueur dans le trait, une vitalité, je dirais de l'ordre du pulsionnel, qui sont particulièrement sensibles dans ces dessins que vous voyez ici en cours de restauration. Il faut dire que les très grands formats de Guimard sont absolument fascinants. Ce projet de candélabre fait près de 4 mètres de haut et on peut reprendre à notre compte ici la phrase de Roland Recht, qui est l'auteur de nombreux travaux sur le dessin d'architecture. Je le cite, « L'architecture contamine la représentation graphique de sa monumentalité ». Voilà, je terminerai par cet autre dessin de grand format réalisé pour un des pavillons de la station Étoile, avec là encore un usage du fusain qui contribue à donner cette impression de modelé très puissante. Voilà donc, pour finir, donc un aperçu de ces dessins récemment restaurés, dont nous sommes particulièrement heureux de donner à voir une sélection ce printemps au musée d'Orsay. Je vous remercie. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, je suis ravi de l'invitation. Enfin, je suis ravi que Madame Karen Tayeb ait pris l'initiative avec la mairie de Paris de célébrer Hector Guimard pour cette année 2024. Et aussi ravi de voir qu'il y a autant de monde pour assister à cette conférence inaugurale. C'est de bons auspices pour l'avenir, comme vous l'avez tous dit. Alors, Simon Texier m'a convié à cette table ronde et m'a proposé de faire une présentation sur les apports dans la connaissance d'Hector Guimard et de parler aussi du cercle Guimard et de son rôle. Je vais revenir sur plus de 60 ans de recherche et de découverte menée par des passionnés, des collectionneurs, des historiens, des conservateurs animés par le désir de reconstruire l'histoire de cet architecte effacé par le temps. Alors, je voulais déjà inviter Hector Guimard dans la salle. Donc, c'est l'architecte dans ses bureaux au Castelbéranger. Voilà, qui viennent parmi nous. Alors, commençons par quelques rappels chiffrés sur la carrière de l'architecte. Il est né en 1867 à Lyon et meurt en 1942 à New York. Sa première construction date de 1888 pour un restaurant-café qui s'appelait au Grand Neptune, quai d'Auteuil, et sa dernière, celle de droite, la Guimardière, qui date, elle, de 1930.
Et au centre de la diapositive, vous avez évidemment le pavillon de la porte Dauphine, mais aussi 3 constructions dans lesquelles il a habité, donc le Castel Béranger, l'hôtel Guimard et l'immeuble qui s'était construit rue Henri Heine. Tout ça pour dire que ça représente 40 ans d'activité en tant qu'architecte. De la même manière, ces premiers meubles datent de 1893 pour l'hôtel Jasdet et ces derniers pour la mairie du village français pour l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925, soit là encore plus de 30 ans de création en tant que designer. Je prends un mot un peu contemporain. Malgré cela, à sa mort en 1942, Guimard est totalement oublié, ce qui fera dire au premier directeur du MoMA, à l'occasion de sa mort, que la presse n'avait pas accordé à Guimard l'attention que méritait sa brillante carrière. Heureusement, sa femme, Adeline Oppenheim, peintre américaine, qu'il épousa en 1909 avec le projet commun de faire de leur vie une œuvre d'art, va tout mettre en œuvre pour préserver le souvenir du travail de son mari. Aussi, autour de 1948, non sans difficulté, elle fait don de ses archives, de meubles et d'affaires personnelles aux musées et bibliothèques françaises et américaines. Alors vous avez quelques exemples. Donc il y a l'horloge de parquet qui se trouve au musée des arts décoratifs. Vous avez le bureau d'Hector Guimard qui est au MoMA, et puis un cadre qui est au Cooper Hewitt Museum, avec pas mal d'affaires personnelles, dont l'alliance et la bague de mariage, aux États-Unis. Sa lucidité, ses certitudes et ses actions furent déterminantes pour la connaissance de l'œuvre de Guimard. Alors, malheureusement, associé à l'oubli, l'urbanisation de Paris des années 60-70 conduit aussi à de nombreuses destructions, effaçant encore un peu plus notre connaissance de l'œuvre de Guimard. Donc, sous les pelleteuses et les coups de masse tomberont donc le Castel Henriette, on a déjà parlé, la Guimardière, la gare de la Bastille, l'Hôtel Roi, l'Hôtel Nozal, les ateliers Guimard. Cet appétit destructeur frappa aussi de son vivant l'architecte. Rappelons la destruction des pavillons de l'Étoile en 1926, mais surtout, je reprends un plaisir à la remontrer, la salle de concert Humbert de Roman, très peu de temps après sa construction, en 1905. Et ce chef-d'œuvre méconnu aurait très certainement transformé notre perception aujourd'hui du travail de l'architecte. Et c'est un vrai manque pour Paris. On verra un peu plus loin qu'on aura certainement des moyens de la faire revivre. Puis vient le temps de la redécouverte dans les années 60, et là, le parcours n'est pas du tout fléché. Tout doit être redécouvert. Alors, le point de départ, c'est parfois le métro pour certains ou le Castel Béranger pour d'autres. Ces pionniers de la redécouverte se nomment Roger-Henri Guérand, Henri Poupée, Alain et Michel Blondel, Yves Plantin. Alors, c'est Alain et Michel Blondel, c'est la photographie de gauche, Yves Plantin et sa femme Françoise Blondel, Laurence Ulysse-Jones, Ralph Culpeper pour les plus connus. Sans guide pour les accompagner, ils vont redécouvrir une à une les différentes constructions de l'architecte, assister à des destructions ou pire, arriver après. Alors là, c'est pour compléter une image qui m'intéressait Clémence Reynaud. Donc c'est une image du fonds Guimard, très peu de temps après leur découverte, donc chez Alain Blondel et Yves Plantin. Donc vous voyez dans quel état ils se retrouvaient. Donc c'est évidemment un moment extrêmement important que la découverte de ce fonds pour la connaissance de Guimard. D'ailleurs, ce qui est assez touchant, petite anecdote, c'est que le fonds s'appelle GP, il y a une référence qui est marquée GP puis un numéro, et GP, on s'est toujours interrogé sur la signification du G et du P. Et le G, ça veut dire Guimard provisoire, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas exactement comment nommer le fonds. Voilà. Un autre moment important, un autre temps fort pour la connaissance de Guimard va être la redécouverte en 2015,
enfin plutôt la réapparition d'un portfolio qui était à la Bibliothèque des Arts Décoratifs, donné en 1948 par Adeline Oppenheim, qui va permettre, lui, de prendre conscience du rôle et de l'importance des ateliers Guimard, avenue Perrichon prolongée, car Guimard disposait de bureaux au Castel Béranger, mais a eu besoin de faire construire ses propres ateliers pour développer, dessiner et élaborer un grand nombre de modèles. Donc là, vous voyez le papier en tête de ces ateliers et une maquette que le Cercle avait réalisée pour visualiser, d'après les plans des archives de Paris, la volumétrie des ateliers. Alors, il existe très peu de photos des ateliers, elles sont vraiment, c'est comme un pulse, on n'a que des petits morceaux, on n'a pas une belle vue des ateliers aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est comme pour le fond, ces deux, à la fois découverte du fonds Guimard et des ateliers, permettent de rentrer dans la fabrique, comment ils fabriquent les choses. Donc cet ensemble de... Voilà. Donc dans ce portfolio, on va découvrir plus de 300 documents, des photographies, des dessins, qui très cohérents puisqu'ils décrivent exclusivement les productions de ces ateliers. Donc on y trouve des cheminées, des vases, du mobilier, des couverts, des cadres, des miroirs, des tapis. Et on se rend compte que Guimard veut produire en série. Et donc ces ateliers lui servent donc à élaborer les dessins, les modèles en plâtre ou en bois. Et c'est dans ces ateliers qu'il va concevoir une série qui va aboutir, qui va être les fonds artistiques, qui vont être fabriqués par les fonderies de Saint-Dizier. Et là, c'est un ensemble de plus de 200 modèles édités, de garde-corps, de croix, d'intérieur de cheminées, de bancs, d'éléments décoratifs, de grilles et de plaques de numéros en fonte. Alors, juste une petite... Alors voilà, vous avez le détail d'une des planches de ce portfolio. Là, j'ai voulu représenter les différentes étapes de la connaissance sur Guimard en montrant que les expositions et les ouvrages étaient un moment aussi pour jalonner un peu le chemin de la redécouverte de Guimard. Donc vous avez la première expo monographique sur Guimard qui intervient au MoMA en 1970. Puis l'année suivante... Alors, il faut m'excuser, c'est vraiment... j'ai pris les principales à mes yeux, mais il y en a eu un petit peu plus. Vous avez aussi à la Galerie du Luxembourg, donc la galerie que possédaient Alain Blondel et Yves Plantin, ils vont présenter donc un ensemble de fontes artistiques. Donc là, c'est très intéressant parce qu'ils font tout de suite un zoom sur la production en série de fontes dessinée par Guimard. Ils soulignent la singularité de cet architecte par rapport à ses confrères. Et puis, évidemment, le catalogue d'Orsay, on l'a déjà dit, de Philippe Thiebaud, qui fait référence, et qui, lui, donne un peu toutes les dimensions du travail d'Hector Guimard. Voilà. Et puis, une deuxième diapositive pour montrer donc une expo que le Cercle avait montée en 2017 à l'hôtel Mezzara, mais qui était principalement centrée sur donc les ateliers Guimard. Et puis on en a aussi parlé plus récemment, l'expo double expo qui a eu lieu au Driehaus Museum à Chicago, qui a fermé il y a très peu de temps et qui était précédée par une au Cooper Hewitt Museum. Et alors c'est intéressant parce qu'il faisait aussi la synthèse un peu et une relecture aussi des archives qui étaient détenues à la Public Library de New York. Et puis on avait aussi le point de vue et les références américaines. Alors maintenant je vais vous parler du Cercle Guimard tout simplement et comment l'association va s'intégrer au sein de la communauté des chercheurs et collectionneurs et passionnés et participer aux apports nouveaux de la connaissance sur Guimard. Donc le Cercle Guimard, c'est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Elle naît à un moment particulier, au moment où 3 livres sur Guimard vont sortir en 2003. Donc un livre de Frédéric Descouturel sur le métropolitain, un autre de Jean-Pierre Lyonnais, le président du Cercle Guimard, et l'initiative donc du Cercle Guimard, et une monographie sur Hector Guimard de Georges Vigne et du photographe Felipe Ferré.
Et donc, à partir de là est créé le Cercle Guimard, avec le projet de poursuivre le travail des pionniers de la redécouverte, mais aussi de promouvoir l'œuvre de Guimard auprès du public. Alors aujourd'hui, le bureau est composé de 7 membres. Donc je prends un petit plaisir à citer. Donc Frédéric Descouturel, Olivier Ponce, Dominique Magdelaine, Bruno Dupont, Peggy Laden et Nicolas Buisson. Mais aussi parmi les membres de son conseil d'administration, nous avons Alain et Michel Blondel, Laurence Sully-Jomes, leur photographe, Françoise Aubry, l'ancienne directrice du musée Horta. Alors, le Cercle Guimard, c'est un centre de recherche. Donc, nous sommes logés donc, dans les ateliers d'Hector Guimard. Et donc, on poursuit donc, des recherches historiques pour mieux connaître l'architecte, son environnement, ses constructions. Celles-ci ont amené à des découvertes. Donc quelques-unes, donc la tombe de Nelly Chaumier, donc les chaises de la mairie du village français, une chapelle aussi à l'exposition des arts décoratifs, et puis une construction détruite aujourd'hui, la Villa Lantillon à Sevran, dont on n'avait pas le visuel, et puis plein d'autres. Mais le cercle, c'est aussi des recherches pour évaluer la diffusion de l'œuvre de Guimard, aussi pour comprendre son processus créatif et aussi étudier ses constructions et ses meubles. Donc le cercle fait un travail d'inventaire pour évaluer la variété et le succès de ses créations, donc l'inventaire des fonds artistiques et leur utilisation sur d'autres constructions à travers la France. Donc ça permet de mesurer le succès finalement du catalogue de Saint-Dizier, des fonds artistiques de Saint-Dizier, mais aussi un inventaire du mobilier, de la céramique qui va donner lieu à un ouvrage, mais aussi des cartes postales où on retrouve des œuvres de Guimard. Alors le cercle réalise aussi, dans une de ses approches, c'est l'énumérisation d'œuvres ou d'objets de Guimard, soit pour faire des banques et les utiliser, soit de concevoir des maquettes numériques ou physiques d'œuvres ou d'édifices détruits ou transformés. Donc, par exemple, si on parlait de l'hôtel Guimard, donc on pourrait restituer par exemple le beau window qui a aujourd'hui disparu. Et puis évidemment le sujet de la salle Imbert de Romans, qui nous tient énormément à cœur, c'est un moyen aussi de pouvoir faire revivre la salle par le biais des outils, des nouveaux usages, des nouveaux outils numériques. Et puis enfin, on a une autre approche, c'est la réédition d'œuvres. Et qui est, en rééditant une œuvre de Guimard, ça permet aussi de porter un regard différent sur celle-ci. C'est l'occasion d'approcher le processus créatif de Guimard et d'ailleurs de comprendre que parfois les moyens d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les moyens de l'époque et qu'on a du mal parfois à recréer les choses de Guimard parce que les produits n'existent plus, les fours sont plus les mêmes. Voilà. En tout cas, nous, on a déjà expérimenté la fabrication donc, de papier peint des chambres et des salons du Castel Béranger avec les ateliers d'Ophar. C'est un travail fait à la planche, mais c'était aussi un travail sur la couleur, sur les superpositions de couches, très intéressant. Et pour partager le fruit de ces recherches, le Cercle dispose donc d'une maison d'édition et de son site internet. Voilà, c'est un autre exemple, c'est une maquette donc alors on l'a fait réaliser, mais on nous avait demandé de définir un cahier des charges, et c'était une maquette qui était destinée pour une exposition à Barcelone en 2012 pour célébrer les 100 ans de la Casa Mila. Et à l'époque, ils avaient choisi l'hôtel Mezzara pour représenter la France et Guimard. Et donc c'est une maquette qui nous a été après, qui fait partie du Cercle Guimard, des collections du Cercle Guimard. Alors le Cercle Guimard, c'est aussi devenu aujourd'hui un centre de ressources avec donc un centre d'archives, alors qui a bénéficié des dons de Alain et de Michel Blondel et de Laurence Sully-Jomes. Et qui permet donc d'une part de suivre, d'avoir une connaissance de suivre la redécouverte d'Hector Guimard, mais surtout on a un grand nombre de photographies et de documents
qui permet d'enrichir les inventaires qu'on est en train de faire, et puis qui permet aussi d'imaginer d'autres expos. Enfin, il y a un potentiel énorme de ce fonds. Et puis aussi, on a commencé à constituer une collection d'œuvres. Alors, pour ce qui permet de les étudier, de se familiariser avec elles, et par exemple pour ce bougeoir, le toucher permet d'en comprendre le modelage et l'usage. Voilà. Enfin, dès ses origines, le Cercle a souhaité faire découvrir et faire visiter des édifices Guimard. C'est le plus simple moyen de comprendre le projet de Guimard. Et il a aussi loué une histoire particulière avec l'hôtel Mezzara, en ouvrant donc les portes. Ah pardon, alors oui, c'est deux autres éléments de notre collection. Donc un dessin d'Adeline, c'est un dessin d'Adeline Oppenheim, et aussi un élément en céramique Müller, voilà, qui font partie de nos collections. Et donc oui, donc le Cercle Guimard a noué une histoire particulière avec l'hôtel Mezzara en ouvrant les portes au public de cet hôtel particulier à l'occasion d'expositions ou des journées européennes du patrimoine. Alors je vais vous montrer quelques... Voilà. Donc c'était intéressant de voir un peu l'appétence des publics finalement pour cet hôtel particulier. On en a profité aussi pour évidemment l'étudier sur toutes ses coutures et de mener des recherches historiques et de découvrir dans des collections privées des documents anciens qui pourraient nous permettre de restaurer les façades et de restituer ces façades telles qu'elles étaient à l'origine, puisqu'elles ont été légèrement modifiées. Et puis, voilà, on a aussi vécu des petites choses pour l'anecdote. Voilà. Et puis aussi, à l'occasion d'une exposition qu'on avait montée, on avait une partie du plafond, la salle à manger qui s'était effondrée. Donc ça a été l'occasion, là encore, de regarder un peu comment était fabriqué l'hôtel Mezzara et surtout de refaire les staffs. Alors, je reviens sur l'hôtel Mezzara. Donc, c'est un bâtiment qui est construit en 1910, qui est situé donc, dans le quartier où s'élève un grand nombre de constructions de l'architecte, donc Castel Béranger et l'hôtel Guimard, mais aussi des constructions des architectes modernes, comme Le Corbusier, Mallet Stevens ou Sauvage. Le bâtiment est bien préservé. Il bénéficie d'un décor exceptionnel, imaginé en grande partie par l'architecte. Donc, c'est l'art dans tout, hein, les menuiseries, les staffs, les cheminées, les vitraux, les mosaïques, la quincaillerie. C'est aussi le lieu où l'on peut découvrir l'utilisation d'une trentaine de fontes artistiques dessinées par Guimard. Et donc là, vous voyez donc le grand hall. Et puis le trésor caché, donc une salle à manger décorée et qui a conservé son mobilier spécialement conçu par Guimard, daté signé 1912. Donc c'est un ensemble exceptionnel. Alors aujourd'hui, le Cercle, associé avec Hector Guimard Diffusion, dont le président est Fabien Chaunet, porte le projet de faire de l'hôtel Mezzara un espace muséal dédié à Guimard. Sa réussite viendrait réaliser le rêve d'Adeline et d'Hector Guimard, parachèverait les efforts de tous ceux qui ont participé à la redécouverte de son œuvre et apporterait un nouveau phare si attendu pour le rayonnement de l'Art Nouveau à Paris. Une dernière petite... Voilà. Et puis j'en ai fini en réalité. Voilà, merci. Un, deux. Merci beaucoup à tous les trois pour cette redécouverte et ces quelques révélations sur les nouvelles interprétations et la restauration si importante de documents d'Hector Guimard. On va conclure assez rapidement, mais je pense qu'il y a une question qui brûle sûrement la plupart d'entre vous. C'est pourquoi ce musée n'existe-t-il pas encore? Comment pourra-t-il voir le jour? Qui mettra-t-on? Quelles institutions seraient... On est quand même, si c'était à l'hôtel Mezzara, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine n'est pas très loin. Donc il y a une possibilité
de nouer des partenariats, j'imagine, avec le musée d'Orsay, avec la RATP, avec le musée des Beaux-Arts de Lyon qui conserve aussi quelques œuvres. Il y a toute une dynamique qui peut se mettre en place. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, sans rentrer dans des détails trop techniques, est-ce qu'il y a une ouverture et à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui voir, et peut-être dans quel laps de temps raisonnable pourrait-on voir ce musée, inaugurer? Donc sur la base de quelle collection notamment? Alors, je vais faire une réponse en deux parties. Tout est réuni pour créer le musée Guimard. Hein. Vous avez bien compris, on a l'hôtel Mezzara, on dispose des collections, alors celles du Cercle Guimard, mais aussi de collectionneurs et surtout de celles aussi de Fabien Chaunet, qui porte avec nous le projet. On a évidemment toutes les connaissances pour faire. Et puis, on a aussi, c'est pas un projet isolé, c'est un projet qu'on a exposé à toutes les institutions, en tout cas qui avaient des collections Guimard, y compris donc et donc ce projet est soutenu par donc le musée d'Orsay, donc par Christophe Leribaud, par la mairie de Paris, puisque c'est un projet qui a bénéficié de 4 vœux de la mairie du Conseil de Paris 2016, 2018, 2019, 2021. En faveur de la création d'un musée et en particulier pour notre projet. Donc voilà, tout est prêt pour faire. Hein. Mais je vais laisser juste Fabien Chaunet dire un petit mot parce qu'il est là. Donc peut-être bien. Il y a un micro peut-être. Voilà. L'occasion de vous présenter Fabien qui porte avec nous le projet de musée. Bonsoir à tous. Je suis donc Fabien Chaunet. J'ai créé Hector Guimard Diffusion dans le but d'aider le Cercle Guimard à réaliser ce projet. C'est pas mon projet, c'est leur projet. Et moi, je souhaite, en tant qu'entrepreneur privé, les aider à réussir ce projet-là. C'est vrai qu'on a déjà réuni un certain nombre de collections ensemble, mais il faut dire déjà que l'hôtel Mezzara étant lui-même un ensemble de collections, on a vu la salle à manger qui est absolument exceptionnelle. Hein. C'est le dernier ensemble mobilier conçu par Hector Guimard dans un bâtiment d'Hector Guimard qui est encore en place. La plupart des autres sont partis, notamment à l'étranger malheureusement. Donc, d'ailleurs, c'est une salle que l'Éducation nationale, à l'époque où ils utilisaient l'hôtel Mezzara, appelait le musée. Donc c'est vous dire à quel point l'hôtel Mezzara en lui-même constitue une forme de pré-musée. D'ailleurs, en l'occurrence, je tiens à le dire, si on n'arrive pas à faire le musée dans ce bâtiment-là, on ne pourra pas le faire ailleurs, parce qu'il est vraiment beaucoup trop emblématique pour envisager de le faire ailleurs. Non, le point aujourd'hui qui est encore en discussion, c'est que c'est un bâtiment qui appartient à l'État, qui est donc sous aujourd'hui la gestion de la direction de l'immobilier de l'État. On est en discussion avec eux, encore aujourd'hui même, pour faire aboutir le projet de créer un musée privé dans un bâtiment public, dans le cadre d'un bail emphytéotique de valorisation qu'on espère pouvoir signer le plus rapidement possible pour lancer les travaux et ouvrir ce musée vraiment très rapidement. Donc espérons que l'année 2024, année Guimard, verra la création définitive de ce musée avec la signature de ce bail emphytéotique, on l'espère tous vivement. Merci. Bien, je crois que nous pouvons clôturer cette soirée et merci d'être venus si nombreux pour ouvrir cette année Guimard qui ne fait que commencer.